Je continue. Continuez. Bonjour à tous, bienvenue au 39e Festival Jean Rouch et au débat en ligne concernant le film Argument d'Olivier Zabat. C'est un film remarquable et nous sommes vraiment très heureux de l'avoir en compétition au 39e Festival et également très heureux et honorés d'accueillir Olivier Zabat pour ce débat. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous sommes également très heureux d'avoir Martine Markovitz, qui est membre du comité de sélection, pour parler avec Olivier. Nous allons avoir un premier temps d'échange entre Olivier et Martine, puis nous ouvrirons le débat au public. Et c'est alors que vous pourrez poser vos questions. Alors, pour être bien clair, vous pouvez poser vos questions en direct, en intervenant avec votre voix ou même en apparaissant à l'écran si vous le souhaitez. Et pour cela, il faut cliquer sur la petite main bleue qui est tout en bas de votre écran. Voilà, c'est la manière la plus conviviale d'intervenir quand même, c'est qu'on puisse entendre votre voix. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer des questions par chat et Théo, qui est avec nous, lira les questions. Eh bien voilà, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Donc Martine, c'est à toi. Je dois faire quelque chose? Non, rien. D'accord. Tu peux... Donc, bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel qui doit être caché. Moi aussi, je vous remercie infiniment d'être présent pour cet échange et puis pour le film que personnellement, je trouve bouleversant, dérangeant et généreux. J'aurais plein d'autres qualificatifs, mais ça suffit comme ça. Je voudrais redire ce que j'ai déjà un peu évoqué avec Olivier là. Ce qui m'a frappé, c'est la douceur de l'écoute, peut-être qu'on peut le dire de cette façon, qu'il y a à la fois entre les membres de ce cercle, qui est comme un cercle de poètes, et de la part du filmeur, et que cette douceur est aussi présente simplement de façon optique dans les images qui commencent avec cette séquence d'ouverture, dans les genêts en fleurs, même le chien s'appelle Honey, donc on est vraiment dans le sucre. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est le pas de côté par rapport aux institutions et la psychiatrie que font les membres de ce mouvement. Je pense que tu expliqueras, Olivier, ta rencontre avec l'existence même de ce mouvement Intervoice. Et puis le pas de côté qu'on est obligé de faire comme spectateur. Ça, c'est vraiment très déstabilisant et à la fin très enrichissant, je trouve, parce que ça oblige à aller au cœur vraiment de la souffrance qu'éprouvent les entendeurs de voix. Alors j'avais préparé un peu 3 petites pistes pour rentrer dans le film. Comment a commencé cette enquête? À quel moment est née l'organisation du film sous la forme que nous voyons? Et puis, comment s'est construite la proximité avec les différents participants de ces réunions? Et puis après, je ne sais pas, on peut élargir ou je te demanderai de préciser peut-être. Déjà beaucoup. Déjà, le film, il a commencé, le projet, il a mis 5 ans pour se développer. Ça veut dire qu'il y a maintenant 6 ans, donc j'ai eu la possibilité de rencontrer, on m'avait parlé, un copain m'avait parlé d'une de ses copines qui vivait dans notre quartier, qui s'est mise à
sentir des persécutions à travers des séries qu'elle regardait sur Internet. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire parce que, évidemment, la question de l'image, de la perception de l'image, ne peut qu'être stimulante pour tout artiste ou auteur. Et en fait, cette jeune femme se sentait persécutée pour des questions de conversion de religion. Elle s'est convertie à une religion et elle s'est sentie persécutée. Donc, la première idée qui m'est venue, il y a 2 points sur lesquels je me suis basé pour commencer ce projet, c'est est-ce que finalement cette personne qui se met à se sentir persécutée pour des questions religieuses, est-ce qu'elle n'est pas quelque part dans une hyper-réactivité par rapport au monde contemporain, au monde qui l'entoure? En l'occurrence, la question de la religion est extrêmement présente chez les jeunes aujourd'hui. Et la deuxième chose qui se produisait était que cette jeune femme était extrêmement peureuse, avait une peur terrible d'avoir des micros cachés chez elle. Donc, il y a un premier enjeu qui se pose par rapport à la représentation d'une personne, puisque la première chose que je voulais faire, c'était effectivement pouvoir l'approcher et puis comprendre ce qui se passait. C'était que l'idée même de pouvoir faire un portrait de cette jeune femme se heurtait à l'impossibilité d'être représentée. Parce qu'en tant que cinéaste, évidemment, il faut mettre un objectif, il faut mettre des micros, et l'idée même du dispositif est aller à l'encontre de sa possibilité de témoigner. Elle voulait en parler parce qu'effectivement, elle cherchait à comprendre ce qu'il en était. Et le deuxième point était que la première tentation est de se dire effectivement, il pourrait s'agir de schizophrénie ou de paranoïa ou de je ne sais quelle maladie mentale, mais quelque part, le premier réflexe en tant que cinéaste, c'est de se dire que je ne suis pas habilité du tout et éthiquement, je me refuse à aborder une personne sous l'angle d'une pathologie, n'ayant aucune formation, n'étant pas médecin, n'ayant aucune légitimité pour pouvoir faire le portrait de quelqu'un en fonction d'un diagnostic. Donc, finalement, ces 2 grands pôles qui sont comment on représente et qu'est-ce qui résiste à la représentation de la folie était le premier pôle. Et le deuxième pôle était finalement, est-ce que la folie, quelque part, peut être prise autrement que sous la question de la maladie et du symptôme. Et c'est en ça, finalement, que j'ai commencé à faire un peu des recherches et que j'ai notamment connu l'existence d'Intervoice, donc qui est un mouvement qui existe depuis les années 80 et qui n'est pas anti-psychiatrique, mais qui essaye de trouver une autonomie par rapport à la psychiatrie avec une particularité qui est à l'encontre un peu de ce que peut dire la psychiatrie, c'est-à-dire l'entente des voix n'est pas un symptôme, n'est pas un délire, mais est constitutif de la personne, fait partie de la personne et quelque part, comme ils le disent très bien, l'entente de voix fait partie de la diversité des expériences humaines et n'est pas simplement qu'un symptôme. Donc, quelque part, quand j'ai connu un peu ce mouvement, je me suis dit que quelque part, je rejoignais ou j'avais de manière intuitive quelque chose qui était assez proche de cette façon de voir. Disons, j'ai commencé à voir quelque chose qui résonnait de cet angle-là. C'est-à-dire, quelque part, de partir sur le postulat de faire un film sur la folie dans la relation que la folie entretient avec le réel et non pas l'inverse, c'est-à-dire souvent cette idée que la folie contient la perte de conscience partielle, voire totale. Et c'est vrai que je me souviens d'une anecdote où j'avais discuté avec un infirmier psychiatrique je lui avais demandé un peu de me définir la schizophrénie et il m'avait tenu les propos suivants. Il m'avait dit, voilà, si on prend la population dans une échelle de conscience qui serait entre 0 et 100, tout le monde se trouve quelque part entre 0 et 100, mais 100 serait le niveau de conscience maximum et 0 serait le niveau de conscience minimum.
Et une personne normale va tendre à aller vers le 100 et une personne schizophrénique va tendre à aller vers le 0. Donc, l'idée de la perte de conscience était a priori ce qui caractérisait un des points qui caractérisait la maladie mentale. Donc, finalement, et avec cette deuxième chose qui est que effectivement les voix sont considérées comme un symptôme et que pour la médecine, l'évocation du contenu des voix est pratiquement proscrite de manière à ne pas, entre guillemets, favoriser le délire des personnes qui entendent les voix. Ce qui s'oppose fortement aux personnes que j'ai rencontrées parce que tous considèrent que les voix sont la conséquence de quelque chose et que ces voix-là ont quelque chose, et qu'ils ont quelque chose à apprendre de ces voix. Donc c'est un peu le paradigme sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire quelle est finalement cette chose, cette capacité qu'on a à pouvoir représenter ce qui n'est pas, ce qui est éminemment quelque chose de cinématographique dans l'énoncé même, c'est-à-dire comment on interprète une voix, en l'occurrence over, quoi, puisque là on est dans la voix over, c'est-à-dire elle n'est absolument pas ni dans le chant, ni hors du chant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à tes questions, Martine. Oui, c'est une longue enquête qui aboutit au film. Et puis la deuxième question, c'était, oui, pour revenir sur ce que tu viens juste de dire, je crois qu'il y a un des membres de ce cercle qui dit à un moment, je ne vois pas qui je serais sans mes voix. Enfin, Oui. ça rejoint ça. Et l'échelle que tu donnes par rapport à la conscience de quoi? Du réel, que t'avait indiqué cet infirmier, ça paraît tellement réducteur de ce que vivent les gens dans le film. Enfin, on est vraiment sur une autre planète. Bah, moi, c'est ce que j'ai découvert à un moment donné, c'est-à-dire que si on ne met pas, si on se refuse à statuer sur ce qui est en jeu, ou à mettre, ou à nommer les choses, ou à juger les choses, ça peut paraître un peu périlleux, mais quelque part, là où la médecine a posé un refus, c'est-à-dire le contenu des voix, qu'il soit mystique ou qu'il soit autre chose, si on regarde bien ce que je trouve qui est particulièrement frappant dans le film, c'est que en admettant toutes ces choses qui sont de l'ordre finalement qui pourrait paraître comme une mystique un peu pathologique ou des pensées politiques un peu d'ordre complotiste ou autre, finalement, si elles ne sont pas, s'il n'y a pas de préjugés dessus, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il se développe un sens dialectique extrêmement puissant entre les personnes et extrêmement précis surtout. Et en ça, quelque part, c'est aussi tout un comment finalement des personnes, à partir d'un entendement qui n'est pas un entendement pour la majorité de la population, arrivent à s'affirmer en tant que minorité qui tient à prendre une place et qui arrive de plus en plus à prendre une place. Mais ce qu'on voit à l'œuvre, c'est un travail. C'est-à-dire, il y a des deux côtés. C'est-à-dire, il y a un travail de leur part qui est gigantesque. Et le film nous oblige à travailler aussi. Si on veut vraiment les écouter, c'est un gros travail. Parce qu'on doit se débarrasser de toutes les scories de nos études en sciences humaines, en tout ce qu'on voudra, qui nous conduisent à avoir des réflexes de catégorisation. Et la pure écoute s'en va. Et là, le film nous oblige constamment à revenir écouter, à revenir à être pas transparent, mais oui, à se débarrasser, à se déplacer, à faire un écart avec tout ce qu'on croit savoir
quand on n'a jamais été confronté, quand on est juste quelqu'un qui est attentif aux autres, mais qui a jamais été confronté à cette recherche-là. Donc là, il y a du travail des deux côtés, je trouve. Oui, je comprends. De toute manière, c'est un film, je crois, qui est extrêmement dense parce que beaucoup de choses se disent avant tout. Et je crois qu'effectivement, je ne cherche pas à encadrer le film ou à préparer, à préparer la manière dont on va rentrer dans cette histoire. Je pense d'un certain côté, elle est limpide pour moi. Si je regarde bien, je vois quelque chose de très simple. Si on regarde le premier plan, en gros, c'est des voix dans le paysage. Donc, quelque part, les choses sont dites, mais elles ne sont pas dites de manière informative comme on peut peut-être le faire dans les sciences humaines en termes d'introduction, mais elles sont dites plutôt sous des modalités purement cinématographique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une voix, comment on relie une voix à une personne dans un espace, ce qui en soi est un enjeu du langage cinématographique déjà complexe. Donc, cette chose-là fait qu'effectivement, il y a... le film est très simple, mais effectivement, il ne passe pas par justement la catégorisation qui serait presque un contresens, le plus gros contresens que que j'aurais pu poser si ça aurait pu être une parfaite faute de goût, en fait, de poser la catégorie dès le début et surtout de me permettre de les catégoriser. Alors, peut-être tu peux expliquer à quel moment ça s'organise autour de l'enregistrement, parce qu'il m'a semblé que ça vient à la fois de toi et de Ron, qui accueille les autres. Bien, bon, c'est surtout ses propres voix qu'il enregistre avec son fils, sa femme, sa fille, etc. Mais à quel moment c'est devenu dans le film vraiment le cœur, c'est-à-dire le dispositif d'enregistrement, comme par exemple quand il propose à Mélanie de, de faire cette expérience de la voix intérieure, que finalement nous on n'entendra pas, mais qu'elle peut donner à entendre. Et donc, à quel moment dans le travail du film, vous avez organisé les choses pour que l'écoute soit agrandie en quelque sorte, enfin que l'écoute devienne multipiste à tous les sens, enfin. Je vais essayer, ça risque d'être un peu lent parce que je suis obligé à la fois de rentrer dans la question du scénario, de la construction, de la structure même du film, et quelque part d'intégrer des notions biographiques de Ron en particulier. Pour ce qui concerne effectivement le pivot du film, qui est la scène de Debbie versus Mélanie, donc avec le casque, Ron est quelqu'un de profondément curieux et expérimental. Ron et Karen sont tous les deux dans un appétit de solutionner, de trouver, de poser des hypothèses. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec un vieux complice de 10 ans qui est mon ingénieur son, Thomas Fourel. Et effectivement, le fait de voir une perche se balader, de voir du matériel, pour quelqu'un comme Ron, la question du son est évidemment est présente, tout comme sa télévision qui est extrêmement bruyante paradoxalement et qui lui semble reposante ce bruit de télévision. Donc, et Ron, on avait prévu un séjour effectivement, et Ron avait demandé simplement, c'est de l'initiative de Ron, de demander à ce que Thomas, donc l'ingé son, vienne avec ce qu'on appelle des piezo, pour essayer d'expérimenter quelque chose qui se passerait au niveau non pas de la voix, de l'expression orale, mais de la vibration de la gorge qui pourrait peut-être renseigner d'une manière ou une autre ou décaler l'écoute de Debbie sur ses propres voix. Donc ce qu'entend Déborah, c'est sa propre voix par l'intermédiaire des vibrations d'un piezo qui est un micro-contact qui ne prend que des vibrations.
Mais ce qui est important, et c'est là où finalement la question du scénario rentre en jeu, c'est-à-dire que Ron, comme il le dit précédemment, je rentre un peu dans le détail, Ron il dit Debbie, je te propose que demain on va faire ce monologue et puis on va te mettre des micros et tu seras la seule à entendre. Donc finalement, il y a un moment où je ne peux pas dévoiler ce que entend Déborah. On a les enregistrements, mais ça aurait été une faute de goût, effectivement, de montrer ce qu'elle entend, puisque ça n'est destiné qu'à sa propre écoute. Et le casque, effectivement, devient présent. Il devient présent tant visuellement dans le film comme une composante de dispositif qui se déploie quelque part avec Chris et la conférence et toutes ces questions de dispositif et public, mais qui est le point de départ de la part la plus sous-jacente du film et quelque part la plus poignante, je crois, qui est évoquée dans la conversation entre Ron et Karen sur le dernier tiers du film, qui est que Ron, pendant le tournage, a appris qu'il était atteint d'une forme de démence. Donc, c'est-à-dire qu'il commence à perdre la mémoire immédiate, quelque part. Ne plus se souvenir qu'il a le gaz allumé ou ne plus savoir où il est, des choses comme ça. Et il a eu cette idée absolument magnifique qui est de dire, d'avoir analysé son propre devenir quelque part et d'essayer d'y pallier. Donc il s'est dit, les voix généralement naissent, apparaissent vers l'adolescence ou quand on est un jeune adulte. Donc les voix que j'ai sont dans ma mémoire ancienne. Et la démence va toucher surtout la mémoire immédiate. Oublier où on est, oublier. Et la grande terreur de Ron est évidemment un jour de ne plus pouvoir reconnaître ses enfants, de ne plus pouvoir parler à sa femme. Donc, il a eu cette idée absolument bouleversante de se dire, je vais je vais donner certaines parties de ma biographie à certaines de mes voix, de manière à ce que lorsque j'existerai plus en tant que Ron, qui a conscience de lui-même, ma femme et mes enfants pourront parler à travers Teacher, à travers le prêtre, à travers son père, à travers toutes les voix. Et donc, c'est quelque part la chose la plus mélodramatique dans le bon sens du terme de ce film, et que finalement, Ron, qui est une personne qui a milité toute sa vie pour lutter contre ses propres voix, pour faire entendre sa voix en tant que malade, que psychotique, mais que non malade quelque part, qui a lutté pour aider les entendeurs de voix, se retrouve lui-même devant le fait de devoir quelque part rendre les armes et dire je ne peux que m'en remettre à mes propres voix et disparaître de manière composite dans ces voix pour pouvoir continuer à exister dans la mémoire dans le quotidien de sa propre famille. C'est ce qui est évoqué. Donc, finalement, le dispositif qui est en jeu, c'est-à-dire l'enregistrement des voix par Ron et Karen, est une intersection de l'usage du film et de la volonté de Ron de présenter aussi ses voix à sa propre famille. Donc, ça veut dire que l'enregistrement tient lieu quelque part de la mise en place du témoignage de ce que sera la mémoire de ce que sera de ce qu'a été Ron dans sa tête par ses voix, une mémoire de Ron lorsqu'il n'en aura plus par le cœur de voix à la fin, et quelque part de commencer le travail de présentation de ces voix qu'il gardait quand même malgré tout relativement secrètes et disons sur lesquelles il était très réservé et pudique par rapport à sa propre famille. Voilà. Donc, c'est là où l'articulation se fait entre les dispositifs et où finalement tout se structure en acceptant des dispositifs qui sont des dispositifs de type expérimentaux,
avec plus ou moins d'intuition, avec plus ou moins d'adresse ou de maladresse chez un peu tout le monde, et tout le monde avance, finalement se met à avancer dans une aventure collective. Voilà, c'est le cas de Chris, par exemple, qui va faire une conversation devant des travailleurs sociaux, qui va leur apprendre à... Et finalement, le dispositif que lui s'adresse à son propre reflet, qui est un dispositif qu'on a pensé ensemble, quelque part contient le contre-champ. Oui. Son image reflet contient quelque part le public qu'il a dans sa tête quelque part. Et en ça, donc, ce sont les prémices de ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que cinématographiquement, malheureusement, on est dans une version online, mais le chœur de voix qu'on entend à la fin est fait avec un logiciel que Thomas Fourel a amené à Rennes, qui est un logiciel qui a été développé par l'IRCAM et qui permet, dans les salles qui sont équipées en 5.1, de placer des voix, pas simplement gauche-droite, mais un peu partout dans l'espace. Donc, en salle, ce qui se passe, c'est que finalement, le dernier plan du film, Karen, qui se met à écouter le chœur des voix fait par Ron et par son fils, place la salle de cinéma et les spectateurs. La salle devient l'architecture qui permet de situer les voix telles qu'elles sont dans la tête de Ron. Donc, quelque part, ce jeu de contre-champ, chant-contre-champ totalement cinématographique et de manière élémentaire cinématographique, je mets un casque, la salle devient, nous sommes dans la tête de Ron en termes de contre-champ. Et on perçoit son architecture. Et cette spatialisation, tu penses qu'on ne peut pas l'apercevoir à l'écoute en ligne? On entend de la stéréo. Ah oui, mais dans la salle, c'est vrai que les niveaux, la profondeur fait que ça a l'air d'être à côté, derrière, tout ça. Voilà, mais c'est là aussi qu'on voit la force de Ron. La première chose qu'il a dit, c'est maintenant, avec ce logiciel, je vais pouvoir faire des sculptes en ligne. Donc, c'est-à-dire ce qu'il fait physiquement, c'est-à-dire placer les personnages, immédiatement, il veut le réinjecter dans une pratique finalement encore qui continue à expérimenter. Ce qui est visible dans la sculpture vivante des corps qui représentent les voix dans la scène où ils sont tous une voix de celui qui entend les voix et il les place. Ben, c'est Chris. Oui, c'est Chris, bien sûr. Oui. C'est Chris qui est un personnage. Plaçant donnant sa voix à l'un d'eux et les autres il les place dans l'espace qui est un espace qui est derrière lui quand il entend des voix. Bien sûr. Alors, oui, ben on peut. Est-ce que tu as des choses à dire peut-être sur la. C'est extraordinaire la conférence. La conférence de Chris, moi, je voudrais l'écouter tous les matins, je te signale. Oui, bien sûr. Oui. C'est un monument quand même, parce que quand il commence à dire à un parterre de femmes noires, vous avez affaire à des gens, et il faut faire la différence entre discrimination et stigmatisation, et vous avez affaire à des gens qui peut-être ne voient que vous dans toute une semaine, et vous êtes là pour les écouter et pour être la personne qui va prendre le temps de les écouter. C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, à un moment, la salle a la parole et il y a seulement 2 hommes qui prennent la parole dans l'auditoire composé de femmes qui vont faire le boulot. Ouais. Mais tous sont dans la discrimination, là, il y a des... Non, mais après, je veux dire, je ne pouvais pas non plus laisser que tout le Q&A de Chris, de faire des choix. Et c'était des choix de montage parce qu'on est dans des dispositifs qui sont assez... qui ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre.
Ouais. Par Non, mais contre, ce que ça je dis, complémente. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux, parce que j'en parlais à des amis anglais qui me disaient, mais en Angleterre, effectivement, les travailleurs sociaux sont essentiellement des personnes de couleur parce que c'est un travail difficile et qu'eux veulent le faire. Et donc, je trouve que c'est assez... c'est une mise en abîme quelque part. Lui, psychotique, qui va expliquer à des personnes qui sont majoritairement en permanence, qui subissent la discrimination et la stigmatisation, d'aller encore plus loin et de leur dire surtout, on est encore là, nous, et on a besoin de ne pas être discriminés. Ce qui est quelque part vertigineux et ce qui fait partie de ces inversions aussi sur lesquelles je crois le film se construit, c'est-à-dire finalement de la personne soi-disant non consciente ou invalide, entre guillemets, on voit des personnes qui inversent totalement la question de l'énoncé et de la pédagogie. C'est valable pour Chris, mais c'est valable aussi pour Jim le magicien. Qu'est-ce qui fait Jim, si ce n'est jouer avec notre propre réalité et d'en jouer brillamment, c'est-à-dire d'arriver à nous à nous faire vivre la réalité avec de l'illusion. Et c'est finalement, quelque part, le film se construit, je crois, ce que j'ai découvert pour en revenir à ta première question, c'était que c'était effectivement cette prise cette utilisation puissante du réel qui se déployait de plus en plus puissamment, qui faisait la force de ce qui... C'est troublant finalement d'être en complet contresens, à contre-pied, de contrepoint de ce qu'on présuppose de la folie. Oui. Oui, et puis il y a quelque chose de magnifique à les voir construire ensemble un lieu en commun qui est à la fois le lieu de leurs réunions diverses et variées entre les réunions de travail, les réunions d'échange, les fêtes, etc. Et puis c'est le lieu que leur donne le film aussi. Oui. Ce lieu commun, où exister, où oser exister avec ses voix. Je crois, oui. Mais en même temps, la question du film, elle est centrale, et ça, c'est quelque chose que se poser la question du film est centrale, je pense, par rapport à tout travail avec des individus, des communautés. Et ça, je le dis très souvent, la question du cinéma, quelque part, c'est à la fois un lieu commun et un non-lieu. C'est-à-dire que l'idée même du cinéma, tout le monde l'a quelque part en tête. Tout le monde parle de cinéma, c'est un art populaire, tout le monde peut s'approprier le cinéma. Mais dès qu'on parle de dire demain on commence un film, ni moi ni les protagonistes ne savons ce qu'est le cinéma. Et donc tout est à faire. Quelque part, il y a évidemment certaines règles, 2-3 règles élémentaires de fabrication académique d'un film, mais au-delà de ça, on est dans un grand mystère, un lieu à construire. C'est à partir de ça, finalement, que aussi l'intersection se fait entre ces communautés, ces groupes assez polymorphes, et puis le travail du cinéma, où on est une équipe qui, finalement, nous mettons côte à côte et on travaille ensemble. On n'est pas dans la captation. J'en parlais encore hier. C'est pas un travail de captation, c'est une intersection où le travail se fait quelque part en commun. Sur l'enregistrement, j'avais une question. Le fils de Ron, il est devenu ingénieur du son? Non, mais par contre, sa fille est devenue actrice. À un moment, on se dit c'est le comble le comble pour un fils d'entendeur de voix de devenir ingénieur du son. Mais visiblement, ça lui a beaucoup plu. Je crois qu'il a vraiment fait le montage. Donc, nous, on a mis à disposition les outils qu'il souhaitait. Et c'est vrai que quelque part, c'est la mise en place d'un travail familial assez élaboré et assez vertigineux aussi, quoi. Hors du commun.
Et alors, il y a deux choses aussi, les questions que je voulais te poser. Il y a les corps, parce que c'est un film où il y a beaucoup de personnages, entre guillemets, avec des corps tellement peu déliés par rapport à par rapport à la langue, par rapport au mouvement de la langue, au mouvement de la pensée, au mouvement de... Je ne sais pas très bien comment le dire. C'est des corps très... Par exemple, le corps de Ron et le corps de Chris en particulier sont des corps comme des buffets, enfin comme des... qui bougent d'un bloc. Quand ils bougent d'un bloc. Et il y a, y a quelque chose de curieux dans le film, c'est que quand on les voit bouger en même temps, il y a énormément de tendresse et de douceur. Je ne sais pas comment on peut le déterminer, d'où vient cette quasi-immobilité ou quasi manque de mouvement dans ces corps-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plutôt sédentaires ou parce qu'ils ont une manière de porter leur corps qui est particulière, et même chez Déborah Mélanie, il y a quelque chose qui peut pas, elle peut pas ouvrir les bras. Visiblement, elle peut pas, voilà, elle peut pas renverser la tête. Elle est complètement concentrée dans quelque chose qui l'envahit, et, et c'est de là qu'elle bouge. Alors, les, les, les corps bougent comme s'ils allaient perdre le contact avec les voix, ou comme s'il y avait quelque chose dont ils ont peur qu'il leur échappe. Ces corps-là sont très curieux. Et à un moment, il est question du désir de Déborah Mélanie. Et on a envie de rire parce qu'elle est dans un déni de... Enfin, elle est tout sauf sensuelle dans son abord, prime abord, comme ça, elle est tétanisée. Et puis elle répond tranquillement sur le désir. Oui. Et il y a vraiment des moments extraordinaires. Et c'est vrai, c'est de l'ordre de la perception du spectateur, mais je pense que bien sûr, mais je pense que tu as justement, privilégié aussi des moments où ça sort. vraiment ce qui m'avait marqué avec Déborah, c'est quelque part, elle est l'incarnation même d'une réalité des voix, parce qu'elle elle a 38 ans, elle a encore une voix d'enfant, et qui est une voix qui finalement correspond à peu près, sans rentrer dans les détails, au moment où commençait un peu sa tragédie, entre guillemets. Donc on voit qu'effectivement la question du physique à avoir avec ce qui serait purement du délire, selon la médecine, du délire mental. Que effectivement, bon, après chez Chris, il y a d'autres circonstances que je pense qu'il serait pas bon serait indécent de ma part de révéler, mais évidemment il y a beaucoup de souffrances corporelles chez beaucoup, il y a eu des médicaments, il y a quand même des corps abîmés aussi, on peut dire ça. Alors on peut les voir comme des corps massifs. Ron est un homme massif, mais Ron est un homme profondément abîmé aussi par les électrochocs, par les neuroleptiques et par toutes les saloperies qu'il a pu endurer. Voilà. J'aimais bien Ron, là, il avait une capacité, il disait il n'a jamais appelé docteur quand il était hospitalisé. Il se refusait à appeler le médecin docteur. Voilà. Il trouvait tous les moyens pour ne pas le nommer comme tel. Et puis j'avais une question sur la langue. Je me suis demandé si le film existerait avec des protagonistes, des locuteurs français, par exemple. Et j'ai fait des tournages en France
avec des entendeurs de voix en France, j'ai fait des repérages au Québec, mais à un moment donné, d'une manière purement sensitive, il y a des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Par exemple, à un moment donné, l'anglais prend le dessus, d'une part parce qu'elle représente une forme de phrasé, entre guillemets, assez séduisant cinématographiquement, on ne va pas se mentir, et quand on met l'accent québécois à côté, il y a quelque chose qui ne marche plus du tout. Donc, il y a une unité de film à avoir, et puis il y a aussi quelque chose qui dépasse la question de l'unité visuelle, qui est que finalement, je suis parti avec ce film d'une histoire de quartier, une fille qui habite dans mon quartier, comme on peut en connaître tous un peu autour de nous, à élargir un peu le champ des repérages un peu partout, pas partout dans le monde, mais dans des nombreux pays avec des différentes nationalités, d'essayer de comprendre un phénomène qui est international et finalement d'en revenir au travail élémentaire de l'auteur qui n'a pas, d'après moi, qui ne peut pas traiter la chose de manière exhaustive. La seule chose que je peux faire, c'est prendre par le prisme de la modestie d'une production telle que j'ai pu en avoir pour finalement essayer de donner une vision spécifique qui puisse être suffisamment éloquente pour devenir générique. Voilà, et pour ça, il y a besoin d'unité, je crois. Il y a besoin de resserrer la question de l'information, au-delà de l'information, ce qui nous est transmis est tellement polymorphe, est tellement fait de choses inattendues qu'il y a une nécessité à un moment de simplifier le film aussi. J'en reviens toujours sur ces deux anecdotes, ces deux moments dans le film que je trouve qui sont assez capitaux. C'est finalement quand Jim fait un tour de magie à débit de cartes invisibles. Finalement, on est dans le joke, on est dans le petit déjeuner un peu cool, et Ron s'empare immédiatement de ça pour en faire un énoncé politique, sociopolitique en l'occurrence. Et quelque part, quand il se met à tourner le dos à la caméra, au collectif à la fin, pour se recentrer vers sa famille en extérieur, il y a, comment elle s'appelle déjà, Johanna qui arrive, qui parle de cow-boy, d'Indien, et on a finalement un autre Ron qui arrive, qui s'appelle Paul Baker, et qui s'empare des blagues de Johanna pour nous parler de la condition des Amérindiens et de l'eugénisme. Donc, je pense que c'est des grands écarts sur lesquels on n'est pas habitué. On a du mal, je crois, à les absorber en une fois. Comme ça, je pense que tu n'as pas tort de dire que moi, c'est aussi au bout de plusieurs visionnages que j'arrive toujours à avoir des choses qui me surprennent. C'est la question, par exemple, de Nick, qui lui, du coup, est une présence massive. Nick étant le punk qui dit une phrase, qui dit « il fait frais ce matin », en gros, qui est la seule phrase qu'il dit à peu près. Et finalement, lorsqu'il prend la parole, il est finalement assez souvent dans le cadre. Et lorsqu'il prend la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à éteindre la lumière parce qu'il est extrêmement timide. Et du coup, il devient une voix quelque part. Et il devient, d'une manière générique, il devient une voix qui nous dit le Jabberwocky de Lewis Carroll, qui est quelque chose qui résolument pose la question de l'appréhension du langage. Donc, c'est des moments très synthétiques. C'est aussi le cas de Eric, qui est taciturne, qui est dans son monde et qui va prendre sa guitare et qui va quasiment transpercer le cadre pour venir s'imposer, et qui le prend comme une espèce d'immense challenge. On le sent que c'est quelque chose qui est... Donc, tout ça, c'est des moments... Le film est fait finalement, d'après moi, de beaucoup de douceur, évidemment, mais il y a beaucoup d'irruptions qui sont difficiles à absorber, je pense. Ne serait-ce que dans des propos qui,
au bout d'un moment, nous semblait totalement naturel, mais c'est vrai qu'on voit des gens parler d'anges, d'ailes coupées, de diables, de malédictions, et finalement, quand on arrive à un énoncé totalement structuré qui prend position dans la société, je pense que c'est effectivement ce qui, pour moi, c'est la réussite du film. Mais le propos politique, il n'arrive pas uniquement par la marge et par l'irruption, parce que il y a quand même plein de moments où le film se donne comme un projet à la fois artistique, social et politique, enfin dans son organisation. Je veux dire, quand il y a cette scène où ils disent un tel est un sioux, on est plutôt des cow-boys, enfin voilà, il y a la scène que tu citais. Et, mais même dans la conférence de Chris au début, c'est éminemment politique d'emblée. Bien sûr. Donc, ce n'est pas juste dans les interstices et les interruptions. Et à un moment, à part avec Ron, il y a eu une discussion avec les autres sur le fait que c'était à la fois une création collective d'ordre cinématographique et poétique, hein, ou comment ça s'est écrit avec eux. Et après, je voudrais bien qu'on entende. Pardon, il y a eu un... Et après, je voudrais bien entendre Emmanuel sur le montage. D'accord. Donc, la première question du coup, je crois qu'il y a un retour micro là quelque part, non? C'est voilà. Du coup, excuse-moi, j'ai perdu le fil. La première question a été. Ah oui, est-ce qu'il y a eu Oui, la question du si les personnes ont conscience du collectif, si c'est un travail collectif. Non, non, c'est vraiment. Une création collective. C'est la dimension. Comment on pourrait dire? Il y a eu la conscience qu'on travaillait côte à côte pour une cause commune. C'est plutôt comme ça que je percevrais la chose. C'est-à-dire que c'est les deux grandes notions documentaires qui sont un peu. Cette grande notion documentaire dans laquelle je crois assez peu la question de l'immersion, qui me paraît totalement hors de propos. C'est pas, on pose une caméra, les gens ont conscience que la caméra est là, on ne fait pas partie d'un monde, on ne s'immerge pas dans un monde, on travaille à leur côté et on a chacun une espèce de conscience et de respect du travail mutuel. C'est surtout comme ça que se forme l'articulation. Après, selon les personnes, c'est vrai qu'avec Ron, il y avait une complicité expérimentale. Avec Chris, il y avait aussi une volonté de donner beaucoup de lui. Il est extrêmement fragile et il a beaucoup donné pour ces dispositifs qu'on lui a proposés, qu'il a pris pour lui-même. L'idée de parler à son propre reflet est quelque chose qui s'est emparé comme quelque chose qui, concrètement, sur lequel il disait c'est quelque chose de nouveau et ça m'aide à me comprendre, de me voir, tout simplement. Parce que finalement, on est en permanence dans des systèmes de figuration et tout le monde, d'une certaine manière, en fait appel, plus ou moins spontanément, surtout plus souvent spontanément que par des dispositifs. Yann qui parle de comment communiquer en morse en tapant sur le mur. Et évidemment, on est dans l'interprétation, on est dans le sketch. Même si on regarde bien tout au long du film, les gens font personnage. Jim est finalement Jim le magicien et la personne qui va tenir le spectacle de bout en bout, quelque part. Il gère, il initie le film comme une espèce de voix avec son chien, mais quelque part, ses tours de cartes et ce avec quoi il gagne sa vie, c'est-à-dire un homme de spectacle, se perpétue jusque dans la Mad Pride où il continue à être l'animateur. Et finalement, les personnages se dessinent d'eux-mêmes plus qu'il y aurait une question de scénarisation,
Voilà, je pense que de toute manière, on est dans un régime de maniement spontané et expérimental de la figuration, de ce qui peut être figuré. Donc, évidemment, la question de la scénarisation se pose, mais c'est finalement un travail, tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire les choses émergent progressivement. Nick est le meilleur exemple. Il devient une voix parce qu'il est timide. Voilà, c'est quelque part une logique qui est opérante cinématographiquement. Voilà. Donc après, la question c'était à Emmanuel qui, si elle veut nous rejoindre. Je te laisse la place, Emmanuel. Non, ouais. Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, comment ça s'écrit à deux, un film aussi extraordinaire? Alors, c'est en accompagnement sur certains de ces tournages, et puis en parlant avec lui, en voyant les images, et puis en essayant de raconter une histoire. Mais c'est à deux, effectivement. Lorsqu'il y avait un tournage, je montais parce que c'était très progressif, tournage, montage, tournage, montage. Il n'est pas arrivé avec 60 heures de rush que je démêlais. Donc ça a été beaucoup d'essais, de ratages, de recommencer au début, puis de discuter avec Olivier, lui montrer qu'est-ce que tu en penses, moi je pense ça serait mieux ça, et puis voilà. C'était beaucoup de discussions et de dialogues qui ont abouti à finalement construire une image, une histoire à la fin. Mais ça a été très long parce que c'est très difficile de sacrifier certaines choses. Il y avait énormément de belles choses qu'on a dû ne pas garder pour pas avoir un film qui dure des heures et des heures. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y avait un montage, il y avait d'autres choses qui apparaissaient qu'on n'avait peut-être pas vues au tournage, des articulations qui se mettaient en place, qui pouvaient aussi aider à faire les tournages de manière un petit peu plus conscient de ce qui avait déjà été tourné et quelle histoire c'était en train de raconter. Mais jusqu'à la fin, il y a pu y avoir des renversements, des choses qu'on a bougées. Et l'histoire s'est donc construite peu à peu entre le tournage et le montage. Voilà. Mais au tournage, Olivier était seul et c'est au montage que vous étiez deux. C'est-à-dire que bon, il a rarement monté lui-même, c'est moi qui montais, mais il était avec moi pour me dire qu'est-ce qu'il en pensait, et puis je lui soumettais des montages que j'avais faits où il disait tiens ça serait peut-être bien plus long, plus court, etc. Donc je pense que c'est une façon de faire relativement classique entre un réalisateur et un monteur. Voilà. Et c'était extrêmement enrichissant et c'était pour moi une expérience extraordinaire de pouvoir construire cette histoire à partir de tout ce qui avait été vu et tourné. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments qu'il a voulu supprimer, que tu as voulu garder? Non, on a fini toujours par se mettre d'accord parce que finalement, ça fait très longtemps que nous sommes ensemble et que je le vois travailler. Donc, et nous avons malgré tout des goûts communs. Donc, il y a eu très rarement des véritables conflits sur certaines choses. Il y a des différés parfois, c'est-à-dire que, étant donné que je fonctionne toujours je fais des scènes, vu que je filme seul la plupart du temps, c'est du monocaméra, donc je ne pense pas plan, je ne pense pas rush, je pense scène. Donc c'est finalement une succession de scènes où il y a extrêmement, tu veux pas rester, il y a extrêmement peu de raccords. Si vous regardez bien le film, je crois qu'il n'y a pas un plan de raccord quelque part. Il y a peut-être 2 plans de raccord, parce que j'en fais jamais. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement quand on rentre dans une histoire, c'est d'en faire une scène. Après, ça devient délicat parce qu'effectivement, on va gérer des blocs. Emmanuel connaît parfaitement ça, c'est-à-dire on gère des scènes et l'organisation des scènes tient lieu finalement c'est ce qui va cimenter le film. C'est finalement, on doit avoir recours à aucune forme d'artifice de type rustine ou au minimum possible. Donc du coup, la question se pose sur la puissance des scènes ou sur leur pertinence. Et je pense qu'on a
énormément de scènes qui ont disparu au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure que l'énoncé se construit, il se précise et les choses deviennent parfois facultatives. Beaucoup de cinéastes diront que le montage, c'est l'art du sacrifice, évidemment. Il y a un moment qui n'a pas été sacrifié que j'adore, c'est quand ils sont en train de faire des câlins aux pierres et que l'un d'eux dit « Si Ron nous voyait ». Ouais. C'est quand même une figure extrêmement charismatique et effectivement quelqu'un de respecté. Jim est un proche aussi. Il y a une grande confiance envers Ron. Et c'est vrai que c'est un moment, malgré tout, c'est un moment où on est un peu en dehors du dialogue et effectivement, on est dans un rapport au paysage, qui est peut-être un des 2 seuls endroits où on a affaire au paysage dans le film. J'imagine qu'il y a 25 questions. Non, Antoine a levé la main, donc je vais le mettre en ligne. Antoine, vous pouvez parler. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Il faut activer votre micro. Voilà, c'est bon. Allez-y. Ben, merci de me donner la parole, une deuxième fois déjà. Oui, j'ai pas assisté au début, mais c'est pas grave, mais j'ai vu le film 2 fois. Et donc, il y a sur le plan, je me suis posé la question sur la portée anthropologique de ce film, ou ethnologique, je ne sais pas entre les 2 mots. Il faut, sur le plan anthropologique, le corps vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui, mais le cerveau, depuis l'aube de Cro-Magnon, vieillit à la même vitesse. Et donc, il faut accepter que la maladie d'Alzheimer, je supprime le mot maladie de toute façon. Pour moi, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie, même si on donne des médicaments. La maladie d'Alzheimer ou l'Alzheimer, c'est le vieillissement normal de notre cerveau qui se ramollit en surface. Et je pense que la neurologie peut apporter beaucoup à toutes les personnes qui ont des psychoses. Et nous avons tous des psychoses nous-mêmes. Mais là, ces psychoses vont jusqu'à un blocage, un barrage mental. Alors, je pense au barrage de l'Amazonie. Là, je pense à un barrage mental. Et ces gens, les personnes que l'on voit, ont un point commun, c'est une extrême sensibilité. Et ils ont au point qu'ils ont une capacité de relation corporelle avec l'inanimé, avec une pierre, mais ça peut être très bien avec un bâton. La troisième chose que j'ai ressentie, c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient tous un côté artistique. Il y en a qui font de la musique, une autre qui faisait de la danse, des pieds, évidemment le magicien, mais également un côté artistique et théâtral. Et je me posais la question, est-ce qu'on a regroupé des artistes ici qui sont un peu fatigués par leur métier? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils ont été sélectionnés par leur origine artistique? Car vraiment, on a affaire à un spectacle artistique. Une chose est certaine, c'est que Robert Wilson, que nous connaissons tous, le metteur en scène Robert Wilson, était à l'origine un autiste. Il parlait à personne. Et c'est dans le théâtre qu'il est ce qu'il est aujourd'hui dans la musique, dans la mise en scène contemporaine. Robert Wilson a protégé des autistes. L'autisme, c'est un barrage. Merci. Je vais vous un dernier point, c'est que la psychiatrie aujourd'hui a perdu beaucoup et par contre, les psychologues ont pris de l'importance. Parce que la position que nous devons avoir, c'est de nous mettre au niveau des personnes qui ont un handicap mental. Et quand on se met au niveau comme Ron, eh bien, les choses se passent autrement mieux. Voilà, je ne veux pas…
en dire plus. Merci. Donc, je Je peux pense juste... Oui, pardon. répondre ou c'était plutôt un commentaire ou tu veux répondre Je pense que la question de l'art, elle se pose peut-être, et très souvent, il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de malentendus sur ce mot d'art qu'on utilise un peu très souvent comme moyen de parler de l'expression personnelle des gens, de la capacité d'expression des gens. Moi, j'aurais tendance à dire, parce que je n'ai absolument pas de complexe à dire que ma démarche est artistique, c'est pas une question d'expression personnelle, c'est une question de capacité qu'on a à pouvoir à résister aux grands piliers qui font la société et la réflexion de type universitaire ou autre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, l'artiste n'est pas quelqu'un qui tend à s'exprimer, à avoir une singularité d'expression, mais qui a une possibilité d'expression dans une société qui le permet assez peu. Disons, une forme de liberté d'expression qu'on a toujours tendance à vouloir ramener dans des sciences plus ou moins établies. Voilà. Donc, en ce sens-là, je ne suis pas d'accord qu'on a affaire à des artistes fatigués, on a affaire à des personnes qui s'expriment comme dans tout documentaire ou dans tout film par rapport à une image. Effectivement, la question de l'autoreprésentation se met en place. Ce n'est pas pour autant qu'on est dans le spectacle. Le spectacle est effectivement présent quand il y a Sculpting Voice, quand il y a les sculpts, le spectacle est présent quand il y a la Mad Pride, mais absolument pas on ne peut pas parler sous prétexte que le documentaire, que la caméra crée spontanément une volonté d'autoreprésentation. On ne peut pas parler d'artistes particulièrement. On parle de représentation, on peut parler de performance, mais pas de performance dans un sens de l'histoire de la performance. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Antoine. Peut-être Théo, tu as des questions qui sont arrivées par le chat. Alors, il y a plusieurs questions assez longues qui sont arrivées. Oui. Je vais commencer par la plus courte. Je vais vous la lire. Bonjour à tous, j'aimerais savoir ce qu'Olivier a pu apprendre de la conception du bonheur de ces personnes, le rapport à l'inspiration, au désir, au rêve. C'est assez intime comme question. Et, c'est pas de l'ordre du sentiment ce que j'apprends. Et là, j'ai l'impression que la question pose beaucoup la question des sentiments. Moi, ce que j'ai surtout appris, c'est l'ordre de la puissance de l'énoncé, qui est la chose qui me touche le plus, la capacité de personnes qui sont de manière individuelle considérées comme des personnes qui sont dans une forme de déficience, de voir qu'effectivement la puissance de la pensée collective qui se met en place devient quelque chose d'extrêmement émouvant. La question du désir, tout ça, je ne saurais pas répondre et je pense que je ne tiens même pas à y répondre particulièrement, mais la question vraiment de voir que finalement, lorsqu'on permet à ce qui est tabou pour la psychiatrie, c'est-à-dire ce qui est l'idée du symptôme et qu'on le prend comme une composante, si on admet ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement une puissance dialectique se développer qui dépasse largement les frontières de la psychiatrie, qui dépasse largement la capacité qu'a la psychiatrie d'analyser les phénomènes humains. Parce qu'effectivement, on est dans des relations où la psychiatrie prend l'angle de la médecine, alors que finalement, dans tous les individus qu'on voit, on se trouve devant quelque chose qui est bien plus polymorphe, qui s'appelle la culture au sens large, c'est-à-dire philosophique, poétique, personnelle, l'expression personnelle, le point de vue, toutes ces choses qui sont finalement mises en débat sans qu'il y ait une hiérarchie et sans qu'il y ait un jugement. C'est pour ça qu'effectivement, une personne comme Johanna, qui est, elle, une ancienne actrice londonienne des années 90, elle va tenter, son existence entre personnes qui s'affirment en tant que personnes excentriques,
a une légitimité d'existence, de représentation, tout aussi forte que Paul Baker, qui est un analyste et qui va parler de la condition des Amérindiens et de l'eugénisme dans la conception de la psychiatrie. Donc ça, c'est émouvant, évidemment. Ça, c'est bien plus émouvant que le sentiment qu'on peut avoir pour des personnes au niveau sensible. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. En tout cas. Merci. Bon, je continue sur les questions. Celle-là est un peu plus longue, je vais vous la lire, je vais essayer de bien vous la retranscrire. C'est une question d'Adrienne. Merci de nous donner ce très beau film sans concession, déconcertant d'abord, mais terrible. J'avais fréquenté la psychiatrie et la psychanalyse lors de mes études de philo, mais cette culture en réalité me paralyse parce qu'elle cherche à substituer à ce que je vois et entends la recherche d'un trauma originaire qui serait comme la cause de cette polyphonie. Et le film dit autre chose. Sa force est de faire jouer les voix, dans la séquence Déborah Mélanie et dans celle de Chris Mount, non pas de donner une voix à un autre sujet, mais de donner des sujets à des voix pour qu'elles deviennent les figures d'une histoire du moi. Il y a pire que du refoulement, le film dit « Discrimination et sa violence ne se laissent pas métaphoriser. Il n'y a pas de cause, pas d'essentiel, bien qu'il y ait une intimité. » Ron le dit à la fin. Mais qui peut entrer dans cette intériorité? C'est un film très fort, plus fort que bien des textes. La question parle de l'intériorité, donc je ne sais pas si c'était plus une remarque qu'une question d'ailleurs, mais si ça vous inspire quelque chose. En tout cas, ça relève surtout de quelqu'un qui a l'air d'apprécier le film et du commentaire. Je pense qu'il dit des belles choses et que ça serait que je risque de dire. Je pense que le commentaire se suffit, quoi. Bien. Moi, je continue. Il y a plusieurs commentaires. Encore peut-être la question de Barbara Fougère et puis après, je pense qu'on va s'arrêter parce que. Ok. Alors, bonjour. J'ai trouvé ce film remarquable. Tout à l'heure, Olivier Zabat parlait d'intersection, de travail collectif. Je me demandais du coup à quel niveau, au pluriel, l'équipe était intervenue dans le quotidien de ce groupe de personnes. Des événements ont-ils été créés? Qu'est-ce qui a été scénarisé? Au contraire, quelles contraintes le groupe a-t-il imposé à l'équipe? Ce qu'ils n'ont pas voulu dire, montrer, ce qu'ils ont voulu dire ou montrer. Oui, alors déjà les contraintes, la question de la confiance fait qu'on a plus, Emmanuel, je pense, et moi, surtout Emmanuel, plus... il y a des choix qu'on prend parce qu'effectivement, quand on rentre dans un cercle où on est admis, c'était valable aussi dans mon premier film avec des narcotrafiquants. À un moment donné, la question de ce qui nous est transmis devient une responsabilité pour le cinéaste. Donc, effectivement, ce qui n'a pas été dit relève plutôt de propos qu'on a supprimés, Emmanuel et moi, notamment beaucoup d'histoires intimes sont racontées. Et finalement, le seul qui parle frontalement, oui, pratiquement, le seul qui parle frontalement des causes, les deux qui parlent des causes de leur traumatisme, c'est Jim qui en a fait un livre. Donc, il parle de viol, effectivement, dans son enfance. C'est des choses qui sont génériques et qui, quelque part, posent un tableau qui n'est surtout pas nécessaire de prolonger par des biographies qui seraient tout aussi terrifiantes les unes que les autres. Quelque part, il y a donc un travail de mesure, c'est-à-dire de pudeur à avoir par rapport à des personnes qui ont livré leur histoire et qui l'ont fait parce qu'ils avaient une confiance en nous, quelque part. Voilà, donc il n'y a pas vraiment eu de contrainte formulée. Il y a surtout, je crois, ça pose la question de l'autorisation, quoi. Ça pose la question du consentement. Le consentement, c'est finalement quelque chose qui nous incombe à nous, faire en sorte que le film soit accepté et non pas répondre aux conditions. Ce qui est la chose la plus... C'est travailler sans filet, quelque part, parce que effectivement, on ne travaille pas sur des autorisations et interdits préalables. On porte la responsabilité du film juste devant le public.
Voilà. Après, sur la question de la fabrication, certaines choses sont de l'ordre du dispositif. Et Emmanuel, tu me diras si tu me trompes, mais par exemple, c'est vrai que la séquence originelle, du début avec Jim et son chien, c'est une séquence pensée a posteriori pratiquement comme un générique de film, c'est-à-dire une scène où on dissocie la voix du corps par un micro-cravate, par un micro HF. Et la partie la plus qui relève du dispositif qui nous incombe totalement, c'est avec Chris surtout. C'est-à-dire la question de son observation de son contre-champ dans le miroir, quelque part. Je ne sais pas si je réponds aussi entièrement, j'ai peut-être oublié une partie de la question. Non, je pense que c'est… Je finis après. C'est la question de ce malentendu aussi du scénario. Un film, c'est quelque chose qui est dialectique. On rentre dans une histoire, quelle qu'elle soit, et le film se termine quand les choses se sont résolues, quelque part. Quand il n'y a plus Thomas Fourel, l'ingé son avec qui je travaillais, disait c'est merveilleux à un moment de voir que tout ce qui nous manquait, on l'avait déjà dans les rushs, mais qu'on n'avait pas prêté attention, on l'avait laissé de côté parce que ça semblait pas important. À un moment donné, les choses réapparaissent au moment et existent quelque part, mais sauf qu'on y a prêté moins d'attention. Donc elles reviennent structurellement dans le film, et pas scénaristiquement quelque part. C'est plutôt structure dont je parlerai plutôt que de scénario. Comme nous allons bientôt nous quitter, Martine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oh, ben, il y aurait plein de choses à dire, mais ça, on va pas trop les embêter. Mais en tout cas, c'est un film merveilleux et on est vraiment heureux de pouvoir être un peu passeur dans cette affaire, de pouvoir contribuer à sa diffusion, à son trajet, à son mouvement. En tout cas, je vous remercie vraiment tous. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, tendance à m'emballer un peu et rentrer dans le détail. Merci de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que j'ai réussi à faire entendre aussi certaines choses que toutes les personnes que j'ai rencontrées souhaitaient tacitement pas transmettre, c'est-à-dire l'existence comme des personnes qui ont une singularité, plus qu'une invalidité quelque part. C'est un film de résistants. Exactement. C'est des lutteurs. C'est une lutte, évidemment. Voilà. Non, mais moi, je vous remercie d'avoir tant parlé. C'était absolument passionnant. Et donc, merci pour ce beau partage. Merci à Martine et à Olivier de nous avoir offert ces moments. Et donc, continuez à voir les films en ligne, les films du Festival Jean Rouch. Et puis, peut-être à une prochaine occasion de montrer le film en projection dans une salle et de vous En salle, pour avec un les vrai débat. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.